Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce premier live sur l'utilisation de Git et GitHub. Aujourd'hui, on va parler vraiment des bases de Git et GitHub, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et comment l'utiliser, et on fera une petite partie pratique à la fin. Pour commencer, donc au sommaire, on va voir tout d'abord Git et GitHub, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va parler de la création d'un projet, la mise à jour des modifications. On passera à l'atelier pratique et à la fin, je prendrai un peu de temps aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc pour commencer, Git et GitHub, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par Git. Git, c'est un logiciel de versionning, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un applicatif qui va vous permettre de versionner différents fichiers et de conserver du coup les différentes versions d'un fichier au fur et à mesure de sa progression. Alors ça peut être n'importe quel type de fichier, ça pourrait très bien être des fichiers Word, de la documentation, ce genre de choses, mais c'est très pratique surtout pour du code parce que le code change très régulièrement et on va souvent le mettre à jour. Et c'est pratique de pouvoir garder les différentes versions d'un code. Donc on s'en sert beaucoup pour du développement. GitHub par rapport à ça, en fait, c'est pas la même chose. C'est deux choses qui vont ensemble. Il faut savoir que dans Git, il y a deux applicatifs qui existent. Il y a le Git classique que vous installez en local sur votre machine qui va vous permettre de gérer un repository local. C'est là où c'est votre espace de travail, c'est là où vous avez vos sources, les dernières modifications et le travail que vous êtes en train de réaliser. Il y a un autre applicatif qui s'appelle le Git Core, qui lui s'installe normalement sur une autre machine et qui permet de faire le stockage des différentes versions des fichiers. Et en fait, GitHub, c'est une plateforme en ligne qui a déjà le Git Core qui est installé et qui a pas mal de petites fonctionnalités en plus collaboratives comme le fork ou ce genre de choses et aussi la gestion des accès au repo. Et du coup, ça va être très pratique parce que ça va vous permettre d'avoir votre repository distant sur lequel vous avez toutes vos sources et toutes vos versions, sans avoir besoin d'installer et configurer le Git core qui peut être relativement compliqué à installer par rapport au Git local classique. Et donc on utilise les deux ensemble, Git en local plus GitHub pour le repository distant pour faire les projets et on travaille en local et quand on a fini notre travail, on va archiver sur le repository distant sur GitHub pour conserver les sources. Il faut savoir qu'il y a des concurrents qui existent, hein. GitHub c'est pas le seul, il y a entre autres GitLab qui existe et il y a VSTS qui permet aussi de faire ce genre de choses et qui fonctionnent tous de façon relativement similaire avec un Git core installé et des fonctionnalités qui leur sont spécifiques mais qui se ressemblent tous plus ou moins. Les Git repositories, donc ce dont je vous parlais juste avant. Donc on a le local et le distant. Le local sur lequel on installe Git, c'est le distant sur lequel on installe Git core. Généralement, on va installer le local sur un ordinateur et le distant sur un serveur. Pourquoi un serveur? On pourrait très simplement installer le Git core sur son propre ordinateur, mais le but c'est d'avoir une version des sources, mais surtout d'avoir une sauvegarde de toutes les versions des sources. Et si on sauvegarde tout sur son ordinateur, le jour où le PC plante, on perd à la fois le repo local et le repo distant, on a tout perdu. En le mettant sur un serveur distant, du coup on a une copie à part qui permet déjà d'avoir une copie en plus de ce qu'on a en local. Donc si on perd tout sur le local, on a toujours le distant pour récupérer. En plus de ça, le fait d'être sur un serveur, ça va faire, s'il est branché sur Internet, qu'on peut y accéder de n'importe où. On va pouvoir contacter notre serveur et récupérer les sources sur n'importe quel PC qui est connecté à partir de n'importe quelle connexion Internet. Et le fonctionnement, c'est qu'on va avoir des échanges entre les deux. C'est-à-dire que le local va envoyer des sources au distant et le distant, on peut récupérer les sources pour les avoir en local. Ça, c'est le concept du push et du pull. Donc, c'est des commandes dont on va reparler un peu après. Mais le push, ça consiste à envoyer ce qu'on a en local sur le repo distant. Et le pull, ça consiste à tirer ce qui est sur le repo distant pour le récupérer en local. GitHub, j'en ai déjà parlé juste avant. La création d'un projet. Donc, pour commencer à créer un nouveau projet avec Git et GitHub, il y a deux façons de le faire. Soit on le commence à partir du local, soit on le commence à partir du distant. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de commencer à partir du local, c'est-à-dire qu'on va initialiser notre repo local et on va travailler sur notre repo local et après on va tout pousser sur le repo distant. Mais le truc c'est qu'il va falloir en même temps associer le local au distant, il va falloir aussi créer le distant, il va falloir synchroniser les deux pour réussir en fait à envoyer les sources et synchroniser tout simplement. Et ça va se faire en fait en local d'abord avec un git init qui permet de créer un nouveau repo dans le dossier dans lequel vous êtes.
Ensuite, développer ce que vous voulez. Le git remote add origin qui permet de faire la connexion entre le local et le distant. Et ensuite, avec un git push origin main pour préciser que notre branche sur laquelle on se trouve actuellement, on veut la pousser sur la branche main du repo distant. Il y a la façon inverse de faire que j'ai tendance à préférer, non seulement parce qu'elle est plus simple et elle est plus adaptée au travail en équipe, c'est de commencer par créer le repo distant. C'est-à-dire qu'on va sur GitHub par exemple, on crée un repo, et à partir de ce repo, en fait, on peut faire un clone. Et le clone va à la fois créer notre repo local, mais en même temps synchroniser tout. Et derrière, on n'a pas besoin de refaire l'association, on peut juste faire des pushes tout simples, et nos branches sont déjà synchronisées, nos repos sont déjà synchronisés, et tout va bien. Et le truc pratique du distant, bah, c'est qu'une fois qu'il est créé en distant, plusieurs personnes peuvent le cloner directement. Tandis que si vous le créez en local, il faut ensuite le synchroniser, etc. Faire le premier push sur le distant pour avoir le distant qui est créé et synchronisé, pour qu'ensuite d'autres personnes puissent travailler sur ce même repo. Donc j'aurais tendance à vous recommander quand vous travaillez sur un nouveau projet, créez d'abord le repo distant, clonez-le en local, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et moins source d'erreur. Et c'est aussi ce que vous verrez souvent en entreprise. La mise à jour des modifications. Ça se passe en 3 étapes. Alors, j'utilise une comparaison que j'aime beaucoup parce qu'elle est très imagée et elle permet de bien comprendre les choses. C'est l'envoi d'un colis. Quand vous commandez quelque chose sur Internet, par exemple, et qu'on va vous envoyer votre colis, ça se passe en 3 étapes. La première étape, ça consiste à prendre tous les produits que vous avez commandés et les mettre dans un carton. C'est la commande qu'on appelle git add. Le git add, en fait, ça va prendre tous les fichiers, ou vous pouvez préciser, on verra après. Ça va prendre un ensemble de fichiers que vous avez modifiés et que vous voulez préparer à envoyer sur votre repo distant. Ensuite, pour votre commande, une fois que tous les produits sont dans votre carton, le carton va être fermé et on va mettre une étiquette dessus pour préciser voilà quelle est la commande, à qui elle doit être envoyée, etc. et des informations sur cette commande. Avec Git, l'équivalent, c'est le git commit. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de fichiers qui ont été ajoutés avec le git add. On veut les envoyer, on va faire un commit, c'est-à-dire qu'on va fermer le carton et on va mettre une étiquette dessus pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ce carton, quels sont les fichiers, quelles sont les modifications qu'on a fait sur ce commit. Et enfin, une fois que le carton est prêt pour l'envoi de la commande, il n'y a plus qu'à l'envoyer via un transport pour qu'il arrive à destination. L'équivalent, c'est le git push, qui va donc prendre tous les commits qui ont été faits et les envoyer sur le repo distant. Et une fois que ces commits ont été reçus sur le repo distant, et bien si on veut les récupérer, par exemple qu'on est sur une autre machine ou qu'on veut récupérer le travail de quelqu'un d'autre qui a été pushé sur le repo, on va faire un git pull et le git pull va donc récupérer tous ces cartons pour qu'ils soient ouverts en local pour qu'on puisse avoir les fichiers et travailler dessus. On va passer à l'atelier pratique. Hop, donc, je vais vous montrer. Donc là, je suis sur GitHub, sur mon repository, enfin sur mon espace. Donc la première étape, on avait dit, c'est la création d'un repository. Donc je vais créer un repository exemple Git. Je peux rajouter une description, préciser s'il est public, private, etc. Ça, c'est des choses en plus de GitHub spécifiques, c'est pas Git. Par défaut, je recommande toujours de mettre un README, ça permet d'avoir déjà un fichier sur le repo et pouvoir le cloner. S'il n'y a pas de fichier, on a plus de mal à le cloner. Et de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir un README sur un repo, ça permet d'ajouter des informations pour expliquer en quoi consiste, comment l'installer, comment l'utiliser, etc. Surtout s'il est public. Donc je crée le repository. Une fois qu'il est créé, donc voilà, j'ai mon repo exemple Git dans lequel j'ai juste un fichier README. Ici, j'ai mon bouton code et en fait, je vais pouvoir récupérer ici le lien HTTPS vers le repo. Donc je le copie et je vais prendre mon Visual Studio Code. Je vais ouvrir un terminal. Et sur ce terminal, je vais me positionner sur un dossier. Donc, par exemple, je dois avoir document, je pense. Là, je vais me positionner dans document. Et là, je vais faire comme on avait dit tout à l'heure, donc un git clone. Et je colle l'URL vers le repo dans le git clone. Alors, ça va peut-être pas marcher parce que j'ai pas les droits sur ce repo-là. Si, tout va bien. Donc là, mon repo est cloné. Donc, je vais aller l'ouvrir. Hop, hop, document. Exemple git. Voilà. Donc là, j'ai ouvert mon repo local dans lequel je retrouve mon fichier README.
Donc je peux commencer à travailler. Je vais par exemple faire un nouveau fichier index.html dans lequel bah, je fais du HTML tout simplement. Hop, voilà. J'ai commencé mon fichier HTML. Je veux envoyer ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait. Donc ce que je vais faire, la première étape, c'est de faire un git add. Alors après le git add, il faut toujours préciser les fichiers qu'on veut envoyer. Alors on peut les préciser un par un. Par exemple, je pourrais mettre ici index.html pour dire je veux ajouter juste index.html. Généralement, on va pousser toutes les modifs qu'on a fait. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit on peut faire un git add étoile, soit un git add point. Ça veut dire tous les fichiers. Il y a une petite nuance quand même entre les deux. Je ne connais plus par cœur, mais de mémoire, c'est le git add étoile n'est pas récursif. C'est-à-dire que si on a des dossiers ici à l'intérieur, le étoile va prendre tous les fichiers qui sont à la racine, mais il ne va pas les voir dans les dossiers s'il y a d'autres fichiers. Par contre, le git add étoile prend en compte les suppressions de fichiers. Au contraire, le git add point, lui, il va travailler en récursif. Donc il va les voir dans les dossiers, dans les sous-dossiers, dans tous les dossiers du projet en fait, et prendre toutes les modifications qui ont eu lieu dans tous les dossiers du projet. Donc généralement, on utilise très souvent le git add point. Et avant de le faire, d'ailleurs, je vais faire un git status pour vous montrer. C'est quelque chose de très intéressant à faire très souvent. Ça permet de voir où en est notre branche, notre repo local et qu'est-ce qu'on a en cours. Donc là, par exemple, quand je fais un git status, il me dit que je suis sur la branche main, que la branche elle est up to date with origin main, donc en fait elle est synchronisée et elle est au même état que la branche main qui se trouve sur mon repo distant. Si quelqu'un avait fait un commit entre deux, quelqu'un d'autre avait fait un commit entre deux, du coup je ne serais plus up to date. J'aurais un décalage. J'ai un fichier qui est untracked. Untracked, ça veut dire que c'est un fichier qui vient d'être créé et qui n'existe pas encore sur le repo distant. Si c'était un fichier existant que j'avais modifié, il m'aurait mis un fichier modified. Et là, donc, mon fichier untracked, c'est index.html. Et il n'y a rien en termes de modification à ajouter, mais par contre, il y a des fichiers untracked qui sont présents. Donc, je vais faire le git add point et je vais refaire un git status. Là, le git status, je vois cette fois-ci, ma branche est toujours up to date. Au niveau des commits, donc j'ai un commit qui peut être fait, dans lequel j'ai un nouveau fichier qui est index.html. Donc je vais faire un commit. Commit, comme je vous ai dit, on met toujours une étiquette sur le commit pour préciser qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc l'étiquette, on le fait avec "-m". Si vous faites juste git commit, il va vous ouvrir une interface pour que vous fassiez l'étiquette de toute façon. Mais elle n'est pas toujours pratique à utiliser cette interface. Donc utilisez toujours le "-m" et après entre cotes, vous mettez le commentaire. Donc là, premier fichier du projet. Voilà, je vais refaire un git status. Et le git status, je vois cette fois-ci ma branche est EHEAD. Ça veut dire qu'elle est en avance par rapport au repo d'origine parce que j'ai un commit de plus. Si c'était un commit de plus sur le repo distant, ce serait behind, je crois. Elle est behind la origin main. Donc là, je suis en avance de un commit par rapport au repo distant. Et il me dit qu'il faut que je fasse un push pour committer. Donc il faut que j'envoie mon commit. Donc je vais faire un git push là. Par contre, je pense que ça ne va pas fonctionner parce que j'ai pas les droits. Permission denied. C'est parce que je suis pas sur le repo qui est paramétré en local. Alors, je vais juste ajouter les droits. Ce qui est pratique avec GitHub, c'est qu'on peut préciser qui a les droits sur quoi. Donc il suffit d'aller ici dans Manage Access. Je vais mettre mon mot de passe. Et ici, je peux inviter un collaborateur. Donc je vais inviter le collaborateur qui est connecté sur mon repo local. Hop. Et normalement, je devrais recevoir par mail. Je vais faire ça à côté. En attendant que je gère ça, est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là ou est-ce que c'est clair pour vous? Hop. Voilà, je viens d'accepter l'invitation avec mon autre compte. Donc si je reviens ici et que je fais un git push, alors juste avant de faire le git push, je vais quand même aller vous montrer sur la branche, enfin sur le repo, là pour l'instant, je n'ai toujours qu'un seul commit, c'est le readme d'origine, je n'ai toujours pas le fichier index. La différence entre commit-m et commit-r, je ne connais pas le commit-r, je vais regarder rapidement. Git commit, hop. Ok, ici j'ai pas l'info.
La documentation, c'est toujours le plus sûr. R. Ben, la commande "-r" n'existe pas sur le commit a priori. Donc la différence, c'est que "-m" ça existe et "-r" ça n'existe pas. GitHub ne vient pas de mettre à jour son système d'authentification pour Git push. Il faut paramétrer une double authentification, non. La double authentification n'est pas obligatoire, mais elle peut être mise en place pour garantir une meilleure sécurité. Alors, tu as dû faire un mélange avec RM. RM, c'est plus une commande Linux. Alors, moi, je suis sur Windows, donc les commandes Linux, je les connais un petit peu, mais pas très bien. De mémoire, RM, c'est pour remove, pour supprimer un fichier. Donc, je vais faire le git push. Cette fois-ci, le git push fonctionne. Donc, il me dit, il vérifie combien il y a d'objets, etc. Il écrit les objets, il envoie, et il envoie tout sur le repo GitHub, de la branche main locale vers la branche main distante. Et si je retourne sur mon repo, cette fois-ci, que je retourne ici, là j'ai deux commits, on voit que le fichier index.html a été ajouté, et si je vais dans mes commits, je retrouve donc le initial commit, celui à la création du repo, et le commit que je viens de faire, premier fichier du projet, c'est le commentaire que j'avais mis, dans lequel je vais pouvoir retrouver du coup mon fichier. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que quand je suis sur un commit, je peux faire browse file, et du coup je retrouve tous les fichiers de ce commit. Là je suis positionné sur le commit en question. Par exemple, si je retourne sur ce commit-là, et que je fais browse file sur ce commit, je retrouve les fichiers qu'il y avait sur ce commit, c'est-à-dire juste le readme. Voilà. Ça, c'est la base de Git et GitHub. On a créé un repo, on l'a cloné, on a travaillé, on a fait un add commit push pour archiver nos sources, et on peut continuer à travailler et refaire un add commit push. Après, l'idée, c'est de s'organiser un peu quand même. Au niveau des commits, ce qui est recommandé, c'est de faire des commits très récurrents, euh, très souvent. Alors très souvent, c'est un peu abstrait comme notion parce que sur un projet de 3 ans, faire un commit tous les jours, c'est très souvent, mais sur un projet de 3 jours, faire un commit tous les jours, c'est pas très souvent. Moi, ce que je vous recommande au niveau des commits, c'est d'essayer de travailler par fonctionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un site sur lequel vous avez un header, un contenu avec trois parties dans le contenu, un footer, etc. Et après, vous devez faire le responsive. Et bien, faites un premier commit avec le header. Ensuite, vous commencez à travailler sur la partie contenu. Vous faites un commit avec la structure générale du contenu. Ensuite, vous faites un commit avec la première partie du contenu, un autre commit avec la deuxième partie du contenu, un commit avec la troisième partie du contenu, et après un commit avec le footer, et après encore un autre commit avec le responsive. Et du coup, ça va vous permettre de bien séparer, et à chaque fois, sur vos noms de commits, vous pourrez mettre quelle partie a été développée. Donc par exemple, sur le premier commit, vous allez mettre comme commentaire de commit création du header de la page. Le jour où vous vous rendez compte qu'il y a un problème sur votre header, vous faites un nouveau commit dans lequel vous mettez correction de tel point sur le header de la page. Et ça va vous permettre d'avoir des noms de commits très pertinents. Et le jour où vous devez revenir en arrière ou essayer de retrouver quelque chose que vous aviez fait précédemment et comprendre pourquoi vous l'aviez fait comme ça, etc., vous allez retrouver très facilement dans vos commits où est-ce que c'était, à quel moment, et pouvoir retrouver du coup votre travail précédent. Et il faut éviter les commits. J'ai déjà vu des choses, par exemple, des gens qui mettent les commits V1, V2, V3 comme commentaire de commit à chaque fois. C'est pas du tout pertinent parce qu'au final, une fois que vous avez 50 commits et vous vous dites, ah, faudrait que je retrouve quand j'avais fait ça, vous allez pouvoir regarder tous les commits un par un pour réussir à retrouver. Et du coup, vous perdez un temps fou. Donc, vaut mieux vraiment avoir des noms de commits très pertinents. J'ai fini pour cette présentation pour aujourd'hui. On va pas aller plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. En attendant, deux, trois petites infos en plus. Déjà, il y a la chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup d'informations qui commencent à être intéressantes sur du développement en général. Il y a un outil qui est très pratique pour apprendre le Git et surtout le branching. Donc, ce sera peut-être plus le sujet de demain, mais je vais revenir juste après. C'est Learn Git Branching et c'est des exercices où on vous dit voilà, on a fait tel travail sur telle branche. Quelle est la commande à faire pour pouvoir atteindre tel objectif. Et vous faites des commandes au fur et à mesure et il y a des ressources qui sont avec, c'est très pratique. Le lien YouTube, il est ici. Sinon, au pire, vous pouvez toujours aller sur le site Training Dev, il y a une partie
Je vais reprendre ça. Sur Training Dev, il y a une partie Suivez-nous, et là vous retrouvez tous les liens sur les différents réseaux sur lesquels on se trouve. Et donc demain, il y aura un deuxième live sur Git et GitHub qui sera très orienté sur la gestion des branches, l'utilité et l'utilisation des branches et le branching, et du coup bah, tout ce qui est merge et pull request. C'est quoi le mieux entre le terminal VS Code et le source control qui est situé à gauche en dessous de la loupe dans VS Code? Bah, le terminal, ça permet d'exécuter des commandes Git. Tandis que le truc qui est ici, le source control, c'est un utilitaire pour utiliser Git. Alors, ça facilite le travail d'utiliser cet outil-là parce qu'on n'a pas besoin de taper les commandes et on peut très facilement, du coup, bah, sélectionner un ensemble de fichiers. Par exemple, si je fais une modification ici, je vais rajouter une balise div dans mon index. Normalement, il devrait apparaître ici, c'est pas le cas. Si, ça y est. On a le fichier qui est ici, donc on peut très facilement faire un plus ici, ça fait le add, et après mettre un message ici et cliquer ici pour faire le commit et le push en même temps. Donc ça fait gagner un peu de temps sur l'utilisation de Git. Par contre, j'ai tendance à recommander toujours de commencer par la ligne de commande, parce qu'en ligne de commande, vous allez vraiment utiliser les choses et comprendre comment on le fait, et le jour où vous rencontrez un problème, bah, vous allez devoir vous débrouiller en ligne de commande pour résoudre le problème, et du coup, vous allez vraiment apprendre à utiliser Git. Avec ça, c'est un peu simplifié, mais du coup, si vous n'avez jamais fait de ligne de commande, bah, le jour où vous avez un problème, vous ne saurez pas le résoudre. Vous allez être bloqué, vous ne saurez rien faire. Donc c'est pour ça, toujours commencer par la ligne de commande, et une fois que vous commencez à être à l'aise en ligne de commande, pourquoi pas utiliser des utilitaires comme celui-là, ou comme GitKraken, ou d'autres choses, qui vont vous faciliter le travail, mais le jour où vous êtes bloqué, que vous avez un problème, bah, au moins vous saurez retourner en ligne de commande pour faire votre Git status, voir votre état, essayer de comprendre où vous en êtes, quel est le problème et le corriger. Tout à l'heure, tu as expliqué que si quelqu'un avait fait un commit entre-temps, dans ce cas, comment on fait pour se remettre à jour avec l'origine main, s'il te plaît? Bah, c'est avec un git pull, mais justement, on verra plus ça demain avec les branches, parce que les branches permettent de gérer ce genre de problème de plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur un même projet. Donc on verra ça plus en détail demain. J'espère que c'était clair, que ça pourra vous servir. J'ai essayé de faire au plus simple et au plus efficace. Là, vous avez vraiment les bases pour commencer à utiliser Git et GitHub et pour pouvoir travailler sur votre projet. Gardez bien à l'esprit, faites des commits très souvent et essayez de vous organiser. Le commit doit être pensé avant de commencer à développer. On ne doit pas faire plein de développement et se dire, bon allez, ça fait 24 heures que j'ai travaillé, je vais faire un commit. Il vaut mieux se dire, je vais faire telle partie de mon travail et quand je l'ai fini, je fais un commit. Et on fait la partie et on fait le commit. Ça va permettre de bien mieux organiser votre travail, de mieux vous y retrouver. Et on verra aussi demain avec les branches, ça permettra de mieux vous organiser pour éventuellement passer à autre chose quand vous êtes bloqué sur un point. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère vous retrouver demain donc à 11 heures au même endroit sur la chaîne Training Dev pour le live sur les branches avec Git et GitHub. Je vous rappelle que ces lives sont enregistrés, ils seront disponibles sur YouTube dès que je les aurai mis en ligne. Je vais essayer de le faire dans l'après-midi. Et voilà. Merci à tous d'avoir été présents.